Le repas de Thanksgiving que Judd et Norma avaient confectionné était succulent. Après le déjeuner, Louis retourna chez lui, repu et somnolent. Il monta dans sa chambre, resta un instant à savourer le silence et la paix qui y régnait, puis il ôta ses mocassins et s'étendit. Il était un peu plus de 3 heures. Dehors, un pâle soleil d'hiver éclairait la colline. Je vais juste faire un petit somme, se dit-il, et il sombra aussitôt dans un sommeil de plomb. C'est la sonnerie du téléphone posé sur la table de nuit qui le réveilla. Il chercha le combiné à tâtons en s'efforçant de rassembler ses esprits, désorientés par la pénombre crépusculaire qui à présent s'apesantissait sur la campagne. Il entendait le vent qui tournoyait en mugissant autour de la maison et le ronflement lointain de la chaudière. Allô marmonna-t-il, certain d'avance que c'était Rachel qui le rappelait de Chicago pour lui souhaiter un heureux Thanksgiving. Elle lui passerait Ellie qui lui dirait quelques mots, puis ce serait au tour de Gage qui gazouillerait des paroles indécises. Mais comment diable avait-il fait son compte pour roupiller tout l'après-midi alors qu'il avait prévu de regarder la finale de football à la télé? Seulement ce n'était pas Rachel, c'était Judd. Louis, j'ai bien peur que vous n'ayez un petit embêtement. Louis se souleva du lit d'un coup de rein en s'efforçant toujours de chasser les brumes du sommeil qui obscurcissaient ses idées. C'est vous, Judd? Mais quel embêtement! Eh bien, ma foi, il y a un chat crevé sur la pelouse devant chez nous, dit Judd. Et il se pourrait bien que ce soit celui de votre fille. Church? Interrogea Louis, en éprouvant une brusque sensation de vide au niveau de l'estomac. Vous en êtes sûr, Judd? Bien ça, je ne pourrais pas vous jurer que c'est lui, dit Judd, mais il lui ressemble drôlement. Oh merde, j'arrive, Judd. À tout de suite alors, Louis. Louis reposa le combiné et il resta encore une minute assis au bord du lit, puis il alla faire un tour aux toilettes, se rechaussa et descendit au rez-de-chaussée. Peut-être que ce n'est pas Church après tout. Judd t'a dit lui-même qu'il ne pouvait pas en jurer. Bon sang, ce sacré chat ne monte même plus l'escalier tout seul à présent, il faut qu'on le porte à l'étage. Pourquoi est-ce qu'il irait traverser la route? Mais tout au fond de son cœur, il était certain qu'il s'agissait bien de Church. Qu'allait-il dire à Rachel si elle l'appelait ce soir, et elle l'appellerait sûrement? Qu'allait-il dire à Ellie? Absurdement, il entendit l'écho de sa propre voix en train de chapitrer Rachel. En tant que médecin, je sais qu'il peut arriver n'importe quoi aux êtres vivants, absolument n'importe quoi. Est-ce toi qui vas expliquer à Ellie ce qui s'est passé si jamais son chat se fait écraser sur la route? En disant cela, est-ce qu'il pensait vraiment que quelque chose pouvait arriver à Church? Non, sûrement pas. Il se rappela qu'un jour, Wyke Sullivan, l'un de ses partenaires de poker, lui avait demandé comment il était possible qu'il bande pour sa femme si les nanas à poil qu'il voyait défiler du matin au soir ne lui filaient pas la gaule. Louis avait essayé de lui expliquer que la chose n'avait rien à voir avec l'idée un peu grivoise qu'en ont la plupart des gens, qu'une femme qui venait se faire un frottis vaginal ou apprendre à procéder à une autopalpation du sein ne se découvrait pas d'un coup devant lui pour apparaître dans tout l'éclat de sa nudité, telle Vénus surgissant des flots. On voyait un sein, ou une vulve, ou une cuisse. Le reste était pudiquement masqué d'un drap, et l'examen avait toujours lieu en présence d'une infirmière qui était plus là pour protéger la réputation du médecin que pour autre chose. Mais Vicky Sullivan était resté sceptique. Un nichon, c'est un nichon, soutenait-il. Un con, c'est un con. Ou bien ils te font tous bander, ou bien tu ne bandes pas du tout. À cet argument écrasant, Louis n'avait su opposer qu'une seule réponse. Quand le nichon est celui de ta femme, c'est différent. Et pareil quand il s'agit de votre propre famille, se disait-il à présent. Votre famille, c'est différent. Church n'était pas supposé mourir parce qu'il faisait partie du cercle magique de leur famille. Ce qu'il n'était pas parvenu à faire comprendre à Vicky, c'était que les médecins règlent leurs existences à partir des mêmes distinguos arbitraires que tout un chacun. Un nichon qui n'est pas celui de votre femme n'est pas un nichon. Dans un cabinet de consultation, un nichon devient un cas. Même quand on passe sa vie à jongler avec les statistiques sur la leucémie infantile de symposium en colloque, on n'est pas prêt à admettre que son propre enfant puisse être atteint d'un mal incurable. Mon enfant? Ou même le chat de mon enfant? Mais docteur, vous plaisantez ou quoi? Oh, mais oublie tout ça, tu brûles déjà les étapes. Mais il avait du mal à garder la tête froide. L'hystérie qui s'était emparée d'Ellie à l'idée que Church allait mourir un jour était encore trop présente dans sa mémoire. Foutu con de chat, qu'est-ce qu'on a eu besoin de s'encombrer de cette foutue bestiole? Et justement, la foutue bestiole n'était plus capable de foutre elle-même, et c'était censé l'empêcher de se faire tuer. Church appela-t-il. Mais le seul ronronnement qui lui répondit fut celui de la chaudière, qui ronflait gaiement en consumant dollar sur dollar.
Le canapé du living, au creux duquel Church avait passé le plus clair de son temps ces derniers jours, était vide. Il n'était pas non plus vautré sur un radiateur. Louis alla secouer son plat, seule chose qui ne pouvait manquer de le faire débouler ventre à terre s'il était dans les parages, mais cette fois Church n'accourut pas, et Louis craignait qu'il n'accourrait plus jamais. Il enfila son anorak, coiffa sa casquette et se dirigea vers la porte, puis cédant à ce que son cœur lui dictait de faire, il revint sur ses pas, ouvrit le placard de l'évier et s'accroupit devant. Il contenait 2 tailles de sacs poubelles en plastique, 2 petits sacs blancs qu'ils utilisent pour les corbeilles à papier et les poubelles disséminées à travers la maison, et des sacs verts grand format dont ils tapissaient leurs grosses boîtes à ordures. Louise jeta son dévolu sur un des grands sacs verts. Church avait pris de l'embonpoint depuis son opération. Il fourra le sac poubelle dans une des poches de son blouson. Le contact du plastique lisse et froid entre ses doigts était des plus déplaisants. Ensuite, il sortit par la porte de devant et se dirigea vers la route. Il pouvait être 5h30. Le crépuscule s'achevait. Le paysage avait un aspect macabre. Il ne restait du soleil qu'un étrange liseré orange qui soulignait l'horizon de l'autre côté de la rivière. Le vent qui galopait à toute allure le long de la route 15 engourdissait les joues de Louis et éparpillait le nuage blanc de son haleine en petits tourbillons fugaces. Il frissonna, mais ce n'était pas à cause du froid. Ce qui le faisait frissonner ainsi, c'était un sentiment de solitude fort et pénétrant, dont aucune métaphore n'aurait pu rendre l'intensité. C'était un sentiment sans forme ni visage. Louis avait simplement l'impression d'être entièrement clos sur lui-même, intouchable et incapable de toucher. Il aperçut la silhouette de Judd de l'autre côté de la route. Le vieil homme était emmitouflé dans un gros parka de couleur verte, et ses traits étaient noyés dans l'ombre du capuchon bordé de fourrure qu'il avait rabattu sur son front. Il était campé bien droit, sur sa pelouse gelée, aussi inerte qu'une statue, et la mort semblait l'avoir effleuré de son aile avec tout le reste de cette campagne crépusculaire que n'égayait aucun chant d'oiseau. Au moment où Louis posait le pied sur la chaussée, la statue se mit en mouvement. Judd lui fit signe de reculer en lui criant quelque chose qui se perdit dans le mugissement de la tempête. Louis fit un pas en arrière. Il s'était soudain rendu compte que le hurlement du vent était devenu assourdissant. L'instant d'après, un gros avertisseur baril et un camion de Lorinco passa en grondant, si près que son pantalon se plaqua contre ses mollets et que les pans de son blouson se soulevèrent. Il s'en était fallu d'un cheveu que l'énorme engin ne lui passe dessus. Cette fois, avant de tenter à nouveau la traversée, il inspecta soigneusement la route dans les 2 sens, mais il ne vit que les feux arrière du camion-citerne qui diminuaient au loin. « J'ai bien cru que ce gros cul allait vous rentrer dedans, » lui dit Judd. « Faites un peu gaffe, Louis. » Même à cette distance, Louis ne parvenait pas à discerner les traits du vieil homme, que cette silhouette aurait aussi bien pu être celle de quelqu'un d'autre, d'absolument n'importe qui. « Où est Norma » interrogea-t-il, en évitant toujours de poser les yeux sur le petit tas de fourrure informe étalé au pied de Judd. « Elle est allée à l'église pour assister à l'office de Thanksgiving, » expliqua le vieil homme. « Elle restera à dîner, je suppose, mais elle ne mangera probablement rien. Elle est devenue bien pignocheuse. » Une rafale de vent souleva brièvement les bords du capuchon, et Louis fut certain que c'était bien Judd. Qui d'autre aurait-ce pu être, du reste ? « Ces affaires-là, c'est surtout un prétexte pour se retrouver entre dames, » dit Judd. Après le gros repas de midi, elle ne mange guère plus qu'un sandwich. Norma devrait être de retour vers les 8 heures. Louis s'agenouilla pour examiner la dépouille du chat. « Oh mon Dieu, faites que ce ne soit pas Church » implora-t-il avec ferveur en lui-même, tandis qu'il soulevait doucement la tête de l'animal du bout de ses doigts gantés. « Faites que ce soit le chat de quelqu'un d'autre, faites que Judd se soit trompé. » Mais bien entendu, c'était Church. Il n'était pas réduit en bouillie, ni méconnaissable. Il n'avait pas été écrasé par un de ces énormes camions-citernes ou semi-remorques qui circulaient continuellement sur la route 15. Au fait, qu'est-ce que ce camion de Lorinco faisait sur la route le jour de Thanksgiving se demanda-t-il distraitement au passage. Les yeux entr'ouverts de l'animal étaient vitreux, on aurait dit 2 agates vertes. Un mince filet de sang avait coulé de sa gueule, qui était également ouverte. Il n'avait pas saigné des masses, juste assez pour teinter le plastron blanc de sa poitrine. « Alors, Louis, c'est bien le vôtre ?»« Oui, c'est le mien, » reconnut-il. Il soupira. Pour la première fois, il mesurait à quel point il était attaché à Church. Il ne l'avait peut-être pas idolâtré comme Ellie, mais il l'avait aimé à sa manière, un peu distraite. Au cours des semaines qui avaient suivi sa castration, Church avait changé. Il était devenu gras et indolent, avait restreint ses mouvements à une suite de déplacements machinaux qui le menaient de la chambre d'Ellie au canapé, du canapé à son plat, et ne l'entraînaient que bien rarement hors de la maison.
Mais à présent, dans la mort, Louis reconnaissait en lui l'ancien Church. Sa gueule mince et ensanglantée, retroussée sur ses crocs effilés, était figée dans un rictus carnassier. Il y avait une sorte de rage dans ses yeux morts. On aurait dit qu'après la brève période de placidité bovine de sa vie d'eunuque, Church avait retrouvé sa véritable nature dans la mort. « Oui, c'est bien Church, dit-il. Oh bon Dieu, comment je vais faire pour annoncer ça à Ellie ?» Il eut une illumination subite. Il enterrerait Church dans le cimetière des animaux. Une sépulture anonyme, sans aucune marque. Ce soir, lorsqu'il aurait Ellie au téléphone, il ne lui dirait rien au sujet de Church. Demain, il lui ferait négligemment remarquer qu'il ne l'avait pas vu de la journée, et le jour suivant, il lui suggérait que Church avait peut-être fait une fugue. Les chats font cela, quelquefois. Ellie en serait toute tourneboulée, bien sûr, mais au moins la chose n'aurait pas ce côté irrévocable. La phobie morbide de Rachel ne causerait pas de nouvelles scènes sanglantes. Elle garderait une lueur d'espoir qui s'étiolerait progressivement. Froussard, lui cracha sa conscience avec dégoût. Je suis lâche, oui, c'est indéniable, mais à quoi bon aller se fourrer dans ce guêpier ? Ellie l'aime beaucoup ce chat-là, hein ? Interrogea Judd. Oui, répondit distraitement Louis. Il souleva à nouveau la tête de l'animal. La rigidité cadavérique s'était déjà installée, mais la tête bougeait encore facilement. Ainsi, Church avait eu la nuque brisée. À partir de là, il était facile de reconstituer ce qui s'était passé. Pour Dieu sait quelle raison, il avait voulu traverser la route. Une voiture ou un camion l'avait pris en écharpe et l'avait projeté la nuque brisée sur la pelouse des Crandall. Ou peut-être qu'il s'était tué en s'écrasant sur le sol durci par le gel. Ça n'avait pas d'importance. Quelque hypothèse que l'on retienne, la conclusion était la même. Church était mort. Louis leva un œil sur Judge pour lui faire part de ses déductions, mais le vieil homme avait le regard tourné vers le mince trait de lumière orangée qui vacillait encore au-dessus de l'horizon. Son capuchon était à demi relevé et il avait une expression grave, méditative, presque sévère. Louis sortit le sac poubelle vert de sa poche et il le déplia en le maintenant avec force pour que le vent ne lui arrache pas des mains. Le son du plastique qui claquait au vent sembla ramener subitement Judd à la réalité. « Oui, elle l'aime beaucoup, c'est sûr, dit-il. » Il avait parlé au présent, ses paroles en prenaient une résonance insolite. Et d'ailleurs, toute la scène, avec le froid, le vent, les derniers feux du soleil qui rougeoyaient encore à l'horizon, avait une aura un peu surnaturelle de roman noir. « Et voici Hedgecliff, perdu au milieu de la lande immense et désolé, se dit Louis, en grimaçant sous une rafale de vent glacé, et s'apprêtant à fourrer les restes du chat familial dans un sac poubelle de 100 litres. Eh oui, mon pote. » Il empoigna la queue de Church d'une main, écarta l'ouverture du sac plastique de l'autre et souleva l'animal. En se détachant du sol auquel le gel l'avait fait adhérer, le petit cadavre produisit une espèce d'affreux crissement et Louis eut une moue dégoûtée. Le chat lui parut incroyablement lourd, comme si la mort avait accru en lui l'effet normal de la pesanteur. Bon Dieu, on croirait presque un sac de sable. Judd l'aida à maintenir le sac ouvert et il laissa tomber l'animal, heureux d'être débarrassé de ce poids étrange et déplaisant. « Et à présent, qu'est-ce que vous allez faire de lui ?» interrogea Judd. « Je vais le mettre dans le garage, dit Louis, et demain j'irai l'enterrer. »« Dans le cimetière des animaux ?» Louis eut un haussement d'épaule. « Oh oui, j'imagine, fit-il. »« Et allez-vous le dire à Ellie ?»« Il va falloir que je gamberge un peu là-dessus. » Judd resta un assez long moment sans rien dire, puis un air de résolution se peignit sur son visage. « Ne bougez pas, Louis, j'en ai que pour 1 minute, dit-il, et il s'éloigna aussitôt. Apparemment, l'idée que Louis n'avait peut-être pas envie de l'attendre, ne fût-ce qu'1 minute dans cette bise glaciale, ne l'avait même pas effleuré. Il avançait à longue foulée aisée, avec cette démarche élastique qui était si étrange pour un homme de son âge. Louis s'aperçut qu'en fait aucune protestation ne lui venait aux lèvres. Il lui semblait tout à coup qu'il n'était plus lui-même. Il resta planté là, à regarder le vieil homme s'éloigner avec une sorte de satisfaction béate. Lorsqu'il eut entendu le cliquetis de la porte qui se refermait derrière Judd, il leva la tête et il fit face au vent. Posé entre ses pieds, le sac qui contenait le cadavre de Church faisait entendre un bruissement feutré. De la satisfaction. Oui, c'était bien ce qu'il éprouvait. Pour la première fois depuis son arrivée dans le Maine, il avait la sensation d'être à sa place, d'être chez lui. Seul dans ce crépuscule blafard, à l'extrême bord de l'hiver, il éprouvait une sombre mélancolie, et en même temps une étrange jubilation, un curieux sentiment de plénitude. Jamais depuis son enfance, il ne lui avait semblé être en si complète harmonie avec lui-même. En tout cas, il ne s'en rappelait pas.
Il va se passer quelque chose, mec. Je sens qu'il va t'arriver des trucs, là, et drôlement bizarres en plus. Il rejeta la tête en arrière et aperçut de froides étoiles d'hiver au milieu d'un ciel qui s'obscurcissait rapidement. Combien de temps resta-t-il là à contempler la voûte étoilée? Il n'aurait su le dire, quoique son attente fût sûrement de courte durée si on la mesurait en minutes et en secondes. Ensuite, une lumière vacilla sur la véranda des Crandall, dansa jusqu'à la porte à treillis et descendit l'escalier du perron. C'était celle d'une grosse lanterne électrique que Judd tenait d'une main. Dans l'autre, il portait un objet en forme de croix. Lorsqu'il fut un peu plus près, Louis s'aperçut qu'il s'agissait d'une pelle et d'une pioche. Le vieil homme tendit la pelle à Louis, qui s'en saisit de sa main libre. « Bon Dieu, Judd, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne peut tout de même pas l'enterrer en pleine nuit. »« Mais si, on peut, et c'est ce que nous allons faire, » répondit-il. Le cercle aveuglant de la lampe torche interdisait à Louis de distinguer ses traits. « Mais il fait noir, Judd, et il est tard, et en plus il fait froid. »« Allons, venez, dit Judd, dépêchons-nous. » Louis secoua négativement la tête, et il voulut parler à nouveau, mais ses lèvres refusaient de former des paroles de raison et de pondération qui se bousculaient dans sa tête. Elles paraissaient tellement dérisoires à côté de ce vent hurleur, de ce semis d'étoiles clignotantes qui germaient sur le ciel d'encre. « Ça peut attendre à demain, quand il fera jour. »« Ellie aime ce chat, n'est-ce pas ?» le coupa Judd. « Oui, mais... » D'une voix douce, avec une espèce d'imparable logique, Judd poursuivit. « Et vous aimez Ellie, non ?»« Oui, bien sûr que j'aime Ellie, puisque c'est Dans ce cas, suivez-moi. » Louis le suivit. Ce soir-là, tandis qu'il marchait en direction du cimetière, Louis essaya par 2 fois, et peut-être même 3, d'engager la conversation avec Judd, mais Judd ne lui répondait pas, si bien qu'à la fin il capitula et se tut. Son espèce de béatitude, bien étrange dans de telles circonstances, mais incontestablement réelle, ne l'avait pas quitté. Tout contribuait à son bonheur, même la douleur qui lui tiraillait les muscles à cause du poids de Church qu'il portait d'une main et de celui de la lourde pelle qu'il tenait dans l'autre, même la morsure cruelle du vent qui engourdissait toutes les parties exposées de sa peau. Le vent s'enroulait autour des arbres en mugissant continuellement. Lorsqu'ils eurent pénétré dans la forêt, la neige s'espaça sous leurs pas, puis disparut. Louis éprouvait aussi du bonheur à voir la lueur dansante de la lanterne de Judd qui le précédait de quelques mètres. Il avait le pressentiment de quelque obscur secret, d'un mystère dont le poids tangible, magnétique, imprégnait tout. Les ténèbres s'éclaircirent, et il sentit l'espace s'élargir autour de lui. De la neige luisait pâlement à ses pieds. « On va faire une petite pause, » dit Judd. Louis déposa son sac à terre, et il essuya d'un revers de manche son front trempé de sueur. « Comment ça, une pause ? Mais, puisqu'ils étaient arrivés ?» Il avait entrevu les plaques funéraires que le faisceau de la lampe électrique avait balayées au passage, quand le vieil homme était tombé assis sur la neige mince. Judd s'était caché le visage entre ses bras. « Ça ne va pas, Judd ? » ?»« Moi, si. J'ai besoin de reprendre un peu mon souffle, c'est tout. » Louis s'assit à côté de lui et il inspira et expira profondément à 5 ou 6 reprises. « Vous savez, Judd, dit Louis, ça faisait des années que je ne m'étais pas senti aussi bien. Ça paraît fou de dire une chose pareille quand on est sur le point d'enterrer le chat de sa fille, mais c'est la vérité, je vous assure. Je me sens super bien. » À son tour, Judd respira profondément, puis il répondit. « Oui, je sais, ça peut arriver à tout le monde. On ne choisit pas plus ses moments de bonheur que l'inverse. L'endroit y est certainement pour quelque chose, mais ne vous y fiez pas surtout. Quand les drogués s'injectent leur dose d'héroïne dans le bras, ça leur fait du bien, mais en même temps ça les empoisonne, corporellement et spirituellement. Cet endroit peut produire un effet analogue, Louis. N'oubliez jamais ce que je vous dis là. Dieu veuille que je ne me trompe pas en pensant que je suis en train d'accomplir une bonne action. Je n'arrive pas à en être certain. Parfois, tout s'embrouille dans mon esprit. Ça doit être le début du gâtisme. » « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Judd, dit Louis. « Eh bien, cet endroit a un pouvoir, Louis. Ici, ce n'est pas tellement perceptible, mais là où nous allons, par contre... »« Mais, Judd, allons-y, dit le vieil homme en se redressant brusquement. Le faisceau de la torche électrique illumina le tas d'arbres morts. Judd se dirigeait vers lui. Soudain, Louis se remémora son accès de somnambulisme. Que lui avait donc dit Pasco pendant le rêve qui l'avait accompagné ? Ne franchissez pas cette barrière, docteur. Même quand vous en éprouverez très vivement la nécessité, c'est la limite à ne jamais dépasser. Mais à présent, ce rêve ou ce présage lui semblait bien loin, aussi loin que s'il avait daté de plusieurs années, alors qu'il avait à peine 2 mois. Louis se sentait étonnamment dispos, vibrant d'une énergie magnétique, prêt à affronter n'importe quoi, et tout cela l'émerveillait.
L'idée lui vint que ce qu'il était en train de vivre ressemblait étrangement à un rêve. Là-dessus, Judd se retourna vers lui, et il lui sembla qu'il n'y avait plus rien sous le capuchon de son parka. L'espace d'un instant, il se figura que c'était Pasco en personne qui était debout devant lui, que la lueur éblouissante de la torche allait se retourner pour révéler un crâne ricanant qui baragouinerait des paroles incompréhensibles, et une peur glaciale l'envahit à nouveau. « Judd, dit-il, on ne peut pas escalader ce truc. On va se casser chacun une jambe, et nous mourrons probablement de froid en essayant de redescendre. »« Vous n'avez qu'à me suivre, dit Judd. Prenez le même chemin que moi et ne regardez pas vos pieds. N'hésitez pas et ne baissez pas les yeux. Il y a un passage que je connais, mais il faut le franchir vite et d'un pied sûr. » Louis s'en vint à penser que c'était peut-être bien un rêve, après tout, que son petit somme de l'après-midi durait encore. « Si j'étais réveillé, se dit-il, je n'aurais pas plus envie de grimper sur ce tas de branches que de me saouler la gueule et d'aller sauter en parachute. Et pourtant, je vais le faire. Je suis sûr que je vais le faire. C'est donc que je suis en train de rêver. C'est forcé, non ?» Judd obliqua légèrement vers la gauche, s'écartant du centre de l'amas de bois mort, et le faisceau de sa lampe éclaira directement un enchevêtrement d'ossements, de troncs et de branchages inextricablement enlacés. À mesure qu'ils approchaient, le cercle lumineux devenait plus petit en même temps que plus intense. Judd entama son escalade sans la moindre hésitation, sans même vérifier d'un bref mouvement circulaire de sa lanterne qu'il était à la bonne place. Il ne se mit pas à quatre pattes, il ne prit pas non plus la posture courbée d'un homme qui grimpe à un flanc de colline rocailleux ou un escarpement sablonneux. Il montait, simplement, comme on gravit un escalier, et son allure était celle de quelqu'un qui sait exactement où son prochain pas se posera. Louis monta à sa suite, et de la même façon. Il ne regardait pas ses pieds, il ne cherchait pas de point d'appui. Une certitude étrange, mais absolue, s'était emparée de lui, celle que l'amas de bois mort ne pourrait pas lui faire de mal sans son consentement. C'est monstrueusement con, bien sûr, aussi con que l'assurance idiote d'un conducteur complètement chlasse qui se sent en sécurité parce qu'il a sa médaille de Saint-Christophe autour du cou. Mais ça marcha. Aucune branche morte ne céda sous lui avec un claquement sec. Il ne dégringola pas au fond d'une anfractuosité hérissée de branches brisées, desséchées et blanchies dont les pointes coupantes ne demandaient qu'à lacérer et à transpercer de la chair vive. Les semelles de crêpe de ses mocassins en daim marron, chaussures pas vraiment idéales pour escalader des tas d'arbres, ne glissaient pas sur les vieux lichens secs qui couvraient la plupart des troncs. Ils ne penchaient ni vers l'avant ni vers l'arrière. Tout autour d'eux, le vent chantait à tue-tête dans les sapins. L'espace d'un instant, il vit Judd dressé de tout son haut au sommet du tas d'arbres, puis le vieil homme commença à descendre l'autre versant. Ses mollets disparurent sous lui, puis les cuisses, les hanches, le torse. Le faisceau de sa lampe sautillait çà et là sur les branches battantes des arbres alignés de l'autre côté de la barrière. Car c'était bien ça, oui. Pourquoi se le dissimuler ? Une barrière. Louis atteignit le sommet à son tour et il s'y arrêta un moment, le pied droit fermement appuyé au tronc d'un vieil arbre qui s'enfonçait par le travers dans l'amas de bois mort et formait avec lui un angle de 35 degrés. Le gauche posé sur quelque chose de plus élastique. Était-ce de vieilles branches de sapin entremêlées ? Il n'abaissait pas les yeux pour vérifier, mais se contenta d'échanger le pesant fardeau du sac en plastique chargé du cadavre de Church qu'il portait à la main droite contre la pelle plus légère qu'il tenait de la gauche. Il leva le visage et le souffle régulier du vent lui déferla dessus, soulevant ses cheveux. Le vent était si froid, si pur, et tellement constant. Il entama la descente d'un pas dégagé, presque nonchalant. À un moment, une branche qui devait avoir à peu près l'épaisseur d'un poignet musculeux se brisa sous lui, mais il n'éprouva pas le moindre soupçon d'inquiétude, et son pied fut arrêté dans sa chute par une branche plus grosse au bout d'une dizaine de centimètres. Il avait à peine chancelé. À présent, il comprenait ce qui avait permis à des officiers d'infanterie de la guerre de 14 de se balader le long du pourtour de leur tranchée au milieu d'un déluge de balles en sifflotant « It's a long way to Tipperary ». C'était complètement fou, mais cette folie même avait quelque chose de formidablement exaltant. Il poursuivit sa descente en regardant droit devant lui le petit cercle de lumière éblouissante de la lampe de Judd. Judd l'attendait, debout et immobile. Louis toucha terre et l'allégresse flamba soudain en lui comme des braises arrosées d'un jet de pétrole. « On a réussi !» cria-t-il. Il lâcha la pelle et asséna une claque sur l'épaule de Judd. Il se souvenait du pommier qu'il avait escaladé enfant en se hissant jusqu'à la cime qui oscillait sous le vent comme un mât de navire. Cela faisait 20 ans, et peut-être même plus, qu'il ne s'était pas senti aussi jeune, aussi viscéralement vivant. « Judd, nous avons réussi !»« Mais pourquoi, vous en doutiez ?» demanda Judd.
Louis ouvrit la bouche pour lui répondre. Si j'en doutais, mais c'est une veine qu'on ne se soit pas tué. Puis il la referma. À partir du moment où Judd s'était dirigé vers le tas d'arbres morts, il ne s'était plus posé aucune question. Ils auraient à répéter la même opération en sens inverse. Mais ça ne le préoccupait pas non plus. Non, non, répondit-il. Allons-y, fit Judd. On a encore du chemin à faire. Il y a bien 5 ou 6 kilomètres. Ils se mirent en route. Le sentier continuait bel et bien. Par endroits, il paraissait très large. La lueur mouvante de la lanterne de Judd ne révélait pas grand-chose, mais Louis éprouvait le sentiment de l'espace, devinait que les arbres étaient plus éloignés. Une fois ou deux, il leva les yeux et vit des étoiles en grappe entre 2 lignes d'arbres noirs et touffus. Une autre fois, quelque chose traversa le chemin d'un bond un peu en avant d'eux, et la lampe accrocha fugitivement le relief d'une paire d'yeux qui lançait des lueurs vertes. À d'autres moments, le sentier devenait si exigu que les broussailles griffaient de part et d'autre les épaules de parka de Louis. Il faisait souvent passer ses fardeaux inégalement lourds d'une main dans l'autre, mais à présent ses omoplates étaient constamment douloureuses. Ses pas avaient pris une cadence régulière dont l'effet était quasiment hypnotique. Ce lieu avait du pouvoir, oui, il le sentait. Vers la fin de sa dernière année de lycée, avec sa petite amie et un autre couple, ils étaient allés se perdre dans la campagne, et leur vadrouille les avait menés sur un chemin de terre qui s'achevait en cul-de-sac, à proximité d'une centrale électrique. Ils s'étaient mis à se rouler des pelles, mais au bout de quelques minutes, la petite amie de Louis avait déclaré qu'elle voulait rentrer, ou du moins faire ça ailleurs, parce que toutes ses dents, en tout cas celles qui étaient plombées, et elles l'étaient pour la plupart, lui faisaient mal. Louis n'était pas mécontent lui-même de quitter cet endroit. L'air autour de la centrale lui mettait les nerfs en pelote et tous les sens à vif. Ce qu'il éprouvait ce soir était de même nature, en beaucoup plus intense. La vibration était puissante, mais nullement désagréable. On aurait dit, Judd venait de s'arrêter au pied d'une longue montée, et Louis était entré en collision avec lui. Judd se retourna vers lui. « Nous sommes presque arrivés à présent, lui annonça-t-il d'une voix tranquille. Pour la dernière portion du chemin, faites comme avec le tas d'arbres morts. Il faut marcher d'un pas régulier et sûr. Contentez-vous de me suivre et ne regardez pas où vous posez vos pieds. Nous venons de descendre une colline, vous l'aviez remarqué, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, nous sommes à la limite de ce que les Micmacs appelaient autrefois le marais du petit Dieu. Les trappeurs, eux, lui avaient donné le nom de marécage de l'homme mort, et ceux d'entre eux qui avaient réussi à le traverser évitaient généralement d'y revenir. Il y a des sables mouvants ? Demanda Louis. Oh oui, partout. Et des tas de petits ruisseaux qui bouillonnent à travers les alluvions sableuses qui ont été laissées par un ancien glacier. Le sable est siliceux, plein de minuscules éclats de quartz. Judd posa son regard sur Louis, et l'espace d'un instant, ce dernier crut discerner au fond des prunelles du vieil homme une petite flamme à la lueur un peu trouble. Mais Judd orienta différemment la lumière de sa lanterne, et cette drôle de lueur s'effaça. Il y a pas mal de phénomènes bizarres dans ce coin-là, Louis. L'air y est plus dense, plus électrique. Enfin, quelque chose dans ce goût-là. Louis réprima un sursaut. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» fit Judd. « Oh, rien, répondit-il. Il songeait à ce qui leur était arrivé cette nuit-là, sur le chemin sans issue. Vous verrez peut-être de ces flammerolles que les marins appellent des feux de la Saint-Elme, poursuivit Judd. Elles prennent parfois des formes étranges, mais n'y faites pas attention. Ce ne sont que des mirages. S'il y en a qui vous importunent trop, vous n'aurez qu'à regarder ailleurs. Peut-être aussi que vous croirez entendre des voix, mais ce sont juste les huards qui chantent là-bas au sud, du côté de Prospect. Le son porte loin par ici. C'est très bizarre. » Des huards ? Fit Louis, sceptique. À cette époque de l'année ? Des huards, oui, dit le vieil homme d'une voix parfaitement impassible, qui ne trahissait aucune espèce d'émotion. Un instant, Louis souhaita désespérément que son visage lui fût à nouveau visible, cette étrange lueur qu'il avait cru distinguer au fond de ses yeux. Mais où allons-nous, Judd ? Qu'est-ce que nous fichons ici, au milieu de nulle part ? Je vous le dirai quand nous serons arrivés, répondit Judd en tournant les talons. Marchez sur les touffes de lèche. Ils se mirent en route en faisant de grandes enjambées pour passer d'un monticule herbeux à l'autre. Les pieds de Louis ne les cherchaient pas à tâtons, n'hésitaient pas. Il trouvait le sol automatiquement, sans aucun effort conscient de sa part. Il ne perdit pied qu'une seule fois, lorsque sa chaussure gauche creva une mince croûte de gel et s'enfonça dans une flaque d'eau croupie, froide et bizarrement visqueuse. Il ôta rapidement son pied de la fondrière et continua d'avancer en se guidant sur la lueur dansante de la torche de Judd. Cette lumière qui flottait dans l'épaisseur des bois lui ramena à la mémoire des histoires de pirates dont il s'était délecté dans son enfance.
Un groupe de sinistres forbans enterrait des doublons au clair de lune, et bien entendu, l'un d'entre eux était précipité dans la fosse avec le coffre, après avoir été tué d'une balle en plein cœur, parce que les pirates croyaient, en tout cas c'était ce que soutenaient avec un profond sérieux les auteurs de ces histoires sanguinaires, que le fantôme de leur compagnon mort montrait la garde sur le trésor. Sauf que ce n'est pas un trésor que nous allons enterrer, mais le chat castré de ma fille. Il réprima le début d'un fou rire qui lui bouillonnait dans la poitrine. Il n'entendit pas le son de ces voix dont Judd lui avait parlé, il n'aperçut pas le moindre feu follet, mais au bout d'un certain nombre d'enjambées, il abaissa son regard et constata que ses pieds, ses mollets, ses genoux et le bas de ses cuisses étaient entièrement dissimulés par une brume d'un blanc laiteux, de consistance absolument lisse et rigoureusement opaque. On aurait dit qu'il marchait à travers une neige incroyablement légère. Les ténèbres étaient moins denses à présent, l'air semblait doté d'une luminosité propre, et il faisait moins froid aussi, il l'aurait juré. Il distinguait clairement la silhouette de Judd, qui marchait à grandes enjambées régulières en avant de lui, la panne de sa pioche accrochée à l'épaule. Cette pioche ne donnait que plus de relief à l'illusion que c'était un homme qui allait enfouir un trésor. Louis éprouvait toujours cet absurde sentiment d'exaltation. Tout à coup, il se dit que Rachel était peut-être en train de l'appeler, et il imagina le téléphone qui sonnait et résonnait dans la maison vide. Cette sonnerie de téléphone qu'il entendait en esprit était bien rationnelle, bien terre à terre. Mais si jamais... Il faillit entrer en collision avec le dos de Judd pour la seconde fois. Le vieil homme s'était arrêté net au milieu du chemin. Il penchait la tête de côté, l'air concentré, les lèvres serrées. « Judd, mais qu'est-ce que vous... » « Chut !» fit-il. Louis ravala ses questions et il regarda autour de lui avec un sentiment de malaise. La brume s'était beaucoup éclaircie, mais elle masquait encore entièrement ses chaussures. Tout à coup, il entendit un grand fracas de taillis froissés et de branches brisées. Quelque chose remuait dans les fourrés. Une très grosse bête. Il ouvrit la bouche pour demander à Judd si ça ne pouvait pas être un élan. En fait, c'était plutôt l'idée d'un ours qui lui était passée dans l'esprit. Mais sa question mourut sur ses lèvres. « Le son porte loin par ici, » avait dit Judd. À son tour, il pencha la tête de côté sans se rendre compte qu'il mimait inconsciemment la posture de Judd, et il tendit l'oreille. D'abord, il lui sembla que le son venait de loin, puis il lui parut très proche. Il s'éloignait, puis, menaçant, revenait dans leur direction. Louis avait le front baigné de sueur, et il sentit la transpiration qui dégouttait sur ses joues gercées. Il fit passer d'une main dans l'autre le sac poubelle qui contenait le corps de Church. Il avait les mains moites, et le plastique vert lui glissait peu à peu entre les doigts comme s'il eût été enduit de vaseline. À présent, la chose qui remuait dans les fourrés paraissait si proche que Louis s'attendait à la voir se matérialiser devant lui d'un instant à l'autre. Il se figurait déjà la silhouette horrible d'une créature velue dressée sur ses pattes de derrière, si immense qu'elle occulterait complètement les étoiles. Ce n'était déjà plus à un ours qu'il pensait. Mais à quoi alors ? Il ne le savait pas au juste. Sur ces entrefaites, le bruit s'éloigna, puis mourut. À nouveau, Louis ouvrit la bouche, mais au moment où il allait s'écrier « Mais qu'est-ce que c'était ?» La question était déjà sur ses lèvres. Un rire dément résonna soudain dans les ténèbres, un rire strident, hystérique, qui montait et descendait cycliquement, avec d'horribles gloussements grinçants qui vous blessent l'oreille autant qu'ils vous glacent les sangs. Louis eut l'impression que toutes les articulations de son corps s'étaient gelées d'un coup, et qu'il était soudain devenu très lourd, tellement même que s'il s'avisait de faire demi-tour et de détaler, le sol mouvant du marécage l'engloutirait à coup sûr. Le rire stridula jusqu'à l'extrême limite de l'aigu, puis il se fragmenta en grincements secs dont le son évoquait la vision d'un rocher extraordinairement friable qui se lézardait de partout. Il monta jusqu'au cri perçant, puis se mua en une série de ricanements gutturaux qui seraient sans doute devenus des sanglots s'il ne s'était subitement tu. Quelque part, il y avait un bruit d'eau qui goutte, et au-dessus d'eux, la plainte monotone du vent, pareille au roulement incessant d'un grand fleuve qui eût coulé dans l'immense lit du ciel. Hormis cela, le marais du petit Dieu était muet. Louis se mit à frissonner de partout, et une chair de poule qui semblait irradier à partir de son abdomen se mit à lui ramper sur toute la peau. Ramper, oui, c'était le mot. Il lui semblait que son épiderme hérissé se déplaçait pour de bon. Il avait la bouche complètement sèche. On aurait dit qu'elle ne contenait plus une seule goutte de salive. Pourtant, son étrange exaltation ne l'avait pas quitté. C'était un délire bien dur à secouer. « Bon Dieu, Judd, mais qu'est-ce que c'était » articula-t-il d'une voix rauque. Le vieil homme se retourna vers lui, et dans le clair-obscur, Louis vit un visage qui paraissait âgé d'au moins 120 ans. Il n'y avait plus trace de cette drôle de lueur dansante au fond des prunelles de Judd. Son regard n'exprimait qu'une épouvante nue,
et il avait les traits décomposés. Mais lorsqu'il parla, ce fut d'une voix à peu près égale. « Ce n'était qu'un huard, dit-il. Allons-y, nous sommes pratiquement rendus. » Ils se remirent en marche. Bientôt, ils n'eurent plus à sauter d'une touffe d'herbe à l'autre. Ils étaient à nouveau sur de la terre ferme. Louis avait la sensation d'être en rase campagne, mais à présent l'air avait perdu sa sourde luminosité, et c'était à peine s'il parvenait à distinguer le dos de Judd à 3 pas devant lui. Sous ses pieds, il y avait maintenant une herbe courte et drue, toute raidie de gel qui craquait comme du verre brisé. Ensuite, il y eut encore de la forêt. Il sentait une odeur prenante de sapin, des aiguilles sèches amortissaient ses pas, et de loin en loin des branches ou des brindilles se frottaient à lui. Louis avait perdu toute notion de la durée et de la direction, mais il n'avait pas cheminé longtemps lorsque Judd s'arrêta une nouvelle fois et se retourna vers lui. « Il y a un escalier ici, dit-il, taillé à même le roc. Il a 42 marches, ou 44, je ne sais plus. Suivez-moi, vous verrez bien. Quand nous serons en haut de cet escalier, nous aurons atteint notre destination. » Judd commença à monter, et une fois de plus, Louis lui emboîta le pas. Les marches de pierre étaient assez larges, mais la sensation du sol qui s'éloignait lui donnait un peu le vertige. Ça et là, des cailloux épars et des éclats de roc crissaient sous ses semelles. 12, 13, 14. Le vent était plus froid, plus cinglant, et il eut vite le visage engourdi. Il se demanda s'ils étaient plus hauts que les cimes des arbres. Il leva les yeux et vit des myriades d'étoiles luisant d'un éclat froid sur le ciel ténébreux. Jamais encore il ne s'était senti si petit, si infime, si insignifiant en regardant les étoiles. Il se posa cette question qui vous vient toujours à contempler les galaxies. Y a-t-il des créatures intelligentes là-haut ? Mais au lieu d'émerveillement, l'idée fit naître en lui une sensation de froid horrible, comme s'il s'était demandé l'effet que ça lui ferait d'avaler une poignée de larves grouillantes. 26, 27, 28. Qui a bien pu creuser le roc comme ça, au fait ? Les Indiens ? Est-ce que les Micmacs avaient des outils ? Il faudra que je le demande à Judd. L'idée des Indiens fit surgir dans sa tête des images de nature sauvage, et il repensa à cette chose qui était passée près d'eux dans la forêt. Il fit un faux pas, et il se retint de la main gauche à la paroi rocheuse pour ne pas perdre l'équilibre. Sous ses doigts gantés, il sentit une pierre qui était vieille, un peu poreuse, ravinée et cailleuse. On dirait une peau très sèche et très usée, se dit-il. « Vous vous êtes fait mal, Louis ?» lui demanda Judd à voix basse. « Non, non, ça va, répondit-il, bien qu'il fût très essoufflé et que le poids du cadavre de Church lui contractât les muscles plus douloureusement que jamais. 42, 43, 44. Il y en a à 45, dit Judd. J'avais oublié. Ça doit bien faire 12 ans que je n'étais pas venu par ici. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais une autre raison d'y revenir. Tenez, Louis, grimpez donc jusqu'ici. Il lui tendit le bras et l'aida à se hisser au sommet de la dernière marche. On est arrivé, dit Judd. Louis regarda autour de lui. La réverbération des étoiles faisait régner une clarté diffuse. Il se tenait sur un promontoire parsemé d'éboulis qui jaillissaient comme une langue noire de la terre fine d'un plateau volcanique. Louis se retourna et il aperçut les cimes des sapins à travers lesquels ils avaient cheminé avant d'atteindre l'escalier. Apparemment, il les avait amenés au sommet d'une de ces hautes mésas, étonnamment plates comme on en voit beaucoup en Arizona ou au Nouveau-Mexique, et qu'un caprice extravagant de la géologie avait fait surgir au beau milieu du Maine. Le fait de cette mesa, ou bien fallait-il dire colline, ou volcan éteint, ou montagne tronquée, était recouvert d'un tapis d'herbes folles, mais par contre il ne comportait pas un seul arbre, si bien que le soleil en avait fait disparaître toute trace de neige. En se retournant à nouveau vers Judd, Louis vit de hautes herbes courbées par le vent glacial qui lui soufflait dans la figure, et il comprit qu'il s'agissait non d'une mesa isolée, mais de l'avancée d'une colline. À quelque distance devant eux, le terrain s'élevait à nouveau, et il y avait des arbres. N'empêche que ce terre-plein était bien vaste et bien saillant, et qu'il faisait un étrange contraste avec les collines basses et comme rabougries qui composent l'ordinaire du paysage dans toute la Nouvelle-Angleterre. Les Micmacs avaient des outils, lui souffla soudain sa raison. « Venez, Louis, lui dit Judd, et il le mena vers les arbres à une trentaine de mètres de là. À cet endroit, le vent était encore plus violent, mais il paraissait aussi plus salubre. Juste à l'extérieur de la poche d'ombre ténébreuse que les arbres projetaient devant eux, c'étaient des sapins les plus immenses et les plus anciens qu'il eût jamais vus. Louis discerna une multiplicité de silhouettes immobiles. L'effet d'ensemble que produisait ce lieu désertique et élevé était celui d'un grand vide, mais un vide qui vibrait profondément.
Les silhouettes étaient celles de tumulus de pierre en tout point semblables à des cairns celtiques. Ce sont les Micmacs qui ont raboté le sommet de la colline, expliqua Judd. Personne ne sait comment ils s'y sont pris. Pareil que pour les Mayas avec leurs pyramides. Et les Micmacs l'ont oublié eux-mêmes, tout comme les Mayas. Mais pourquoi ont-ils fait ça demanda Louis. C'est ici qu'ils enterraient leurs morts, dit Judd. C'est pour ça que je vous ai fait trimballer le chat d'Élie jusqu'ici, pour lui faire une sépulture. Les Micmacs ne faisaient aucune discrimination, vous savez. Ils enterraient les animaux aux côtés de leurs maîtres. En entendant cela, Louis pensa aussitôt aux Égyptiens, qui avaient même fait mieux dans le genre. Quand un de leurs souverains mourait, ils immolaient toutes ces bêtes afin qu'elles suivent l'âme de leur maître dans l'au-delà. Il se rappela avoir lu qu'à la suite du décès d'une fille de Pharaon, on avait massacré plus de 10 000 animaux, dont 600 porcs et 2000 paons. Avant d'égorger les porcs, on les avait aspergés avec de l'attar de rose, car c'était le parfum préféré de la défunte princesse. Et les Égyptiens, ils ont construit des pyramides eux aussi. Personne ne sait exactement à quoi servaient les pyramides des Mayas. Certains soutiennent que, tout comme les mégalithes de Stone Age, elles étaient utilisées à des fins de navigation astronautique. Mais par contre, nous savons très bien quelle était la destination de celle des anciens Égyptiens. C'étaient d'immenses monuments funéraires, les plus grands tombeaux du monde. Sigi Ramsès II, le pharaon le plus gentil du monde. En imaginant cette épitaphe, Louis ne put se retenir de glousser bêtement. Judd le considéra d'un œil impassible. « Enterrez votre bête, Louis, dit-il. Pendant ce temps-là, moi, je vais en griller une. Je vous aiderai bien, mais il faut que vous fassiez ça seul. Chacun enterre ses propres morts. C'était la règle dans ce temps-là. »« Mais, Judd, à quoi ça rime tout ça ? Pourquoi m'avez-vous amené ici ?»« Eh bien, parce que vous avez sauvé la vie de Norma, répondit le vieil homme. Cette réponse avait un accent de sincérité sans équivoque, et Louis eut la certitude que Judd lui-même croyait à ce qu'il disait. Mais en même temps, une intuition subite, d'une évidence aveugle, l'avertit qu'il mentait, ou qu'on lui mentait et qu'il se faisait l'écho de ce mensonge auprès de Louis. Il se souvint de la lueur bizarre qu'il lui avait semblé apercevoir dans ses yeux. Mais à présent, tout cela lui paraissait dénué d'importance. C'était bien moins important que le vent, ce grand fleuve d'air dont le flot déchaîné l'environnait de toutes parts, lui hérissant les cheveux au-dessus du front et des oreilles. Judd s'installa au pied d'un arbre, le dos appuyé au tronc, et alluma une Chesterfield dans le creux de ses mains disposées en coupe. « Vous voulez vous reposer un peu avant de commencer ?» interrogea-t-il. « Non, non, ça va, » dit Louis. Il aurait pu continuer à le presser de questions, mais au fond il n'avait pas vraiment envie d'insister. Il n'arrivait pas à décider si c'était une bonne ou une mauvaise chose, et en fin de compte il jugea préférable d'en rester là, en tout cas pour l'instant. Mais il y avait une question qu'il lui fallait tout de même poser, à des fins purement utilitaires. « Vous croyez vraiment que je vais arriver à creuser une tombe ici ? La couche de terre a l'air bien mince. » Il fit un signe de tête en direction du terre-plein, au sommet des marches où le roc affleurait par place. Judd hocha lentement la sienne. « C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de terre, dit-il. Mais généralement, quand le sol est assez profond pour que l'herbe s'y enracine, c'est qu'il y en a assez pour enfouir quelque chose. Et puis, cet endroit existe depuis des temps immémoriaux, et on y a toujours creusé des sépultures. Mais ça ne va pas être de la petite bière, je vous préviens. » Et ça ne fut pas commode, en effet. Le sol était dur et rocailleux, et Louis comprit vite qu'il n'arriverait pas à creuser une tombe assez profonde pour y enfouir Church s'il n'usait pas de la pioche. Il se mit donc à alterner. D'abord il cassait les mottes de terre dure et les rochers à coups de pioche, puis il dégageait les débris à la pelle. Ses mains ne tardèrent pas à lui faire mal. Son corps, engourdi par le froid, se réchauffait rapidement, et un besoin impérieux de faire de la belle ouvrage s'était emparé de lui. Il se mit à fredonner entre ses dents, comme il le faisait quelquefois en recousant une plaie. Parfois, la pioche frappait le roc avec tant de force que des étincelles jaillissaient et qu'une onde de choc remontait le long du manche et lui vibrait dans les mains. Il sentait que des ampoules étaient en train de se former sur ses paumes, et cela lui était égal. Pourtant, en temps ordinaire, il était, comme beaucoup de médecins, excessivement soucieux de l'état de ses mains. Au-dessus de sa tête et autour de lui, le vent chantait sans trêve la même chanson d'arbre. En contrepoint de la rumeur déferlante du vent, Louis perçut un bruit léger de pierres entrechoquées. Il regarda par-dessus son épaule et vit Judd qui, à croupeton, sélectionnait dans le déblai les caillasses les plus grosses et en faisait un petit tas à part. Voyant que Louis le regardait, il expliqua « C'est pour votre cairn. »« Ah !» fit Louis, et il se remit au travail. Sa fosse faisait à peu près 60 centimètres de large sur 1 mètre de long. Ce satané chat aura une tombe de roi, se dit-il. Et lorsqu'il eut atteint une profondeur d'environ 50 centimètres,
à laquelle il soulevait des gerbes d'étincelles à chaque coup de pioche, il jeta ses outils au loin et demanda à Judd si ça pouvait aller. Judd s'approcha et procéda à un rapide examen. « Moi, ça me paraît très acceptable, dit-il. Mais là-dessus, c'est votre point de vue à vous qui doit primer. »« Mais allez-vous me dire pourquoi vous me faites faire tout cela à présent ?» Judd esquissa un sourire. « Les Micmacs croyaient que cette colline était magique, dit-il. Ils croyaient que toute la forêt qui s'étend au nord-est du marécage était magique. Ils ont bâti cette espèce de tertre pour y ensevelir leurs morts, loin de tout. Les Indiens des autres tribus évitaient cet endroit comme la peste. Les Penobscot racontaient que la forêt était hantée. Par la suite, les trappeurs qui s'étaient aventurés jusqu'ici ont répandu des bruits analogues. J'imagine que certains d'entre eux avaient vu des feux follets dans les marais du Petit Dieu et qu'ils les avaient pris pour des fantômes. » Le vieil homme eut un sourire et Louise se dit « Judd, ce n'est pas du tout à cela que vous pensez. » Mais avec le temps, continua le vieil homme, les Micmacs eux-mêmes ont cessé de traîner dans les parages. Un membre de leur propre tribu leur avait juré qu'il avait aperçu un Wendigo par ici. Il disait aussi que la terre s'était gâtée, qu'elle avait tourné à l'aigre. Les Micmacs ont tenu un grand conciliabule à ce sujet, du moins c'est ce que j'ai entendu dire quand j'étais gamin, Louis. Évidemment, c'est ce vieux Stanyby qui m'a raconté tout ça. Alors, son vrai nom était Stanley Bouchard, mais tout le monde l'appelait Stanyby, rapport à l'araignée qu'il avait au plafond. Et Stany n'était jamais le dernier à vous débiter un bobard. Louis, qui savait seulement que le Wendigo est une espèce de démon dans le folklore des Indiens du Nord, demanda « Vous croyez que la terre a tourné à l'aigre ?» Judd sourit, ou du moins ses lèvres s'écartèrent. « Je crois que c'est un endroit dangereux, dit-il d'une voix douce, mais pas pour les chats, les chiens ou les hamsters. Allez, Louis, enterrez là votre bête. » Louis déposa le sac poubelle au fond du trou, puis il se saisit de la pelle et le recouvrit de terre avec des gestes lents. À présent, il sentait le froid et la fatigue. Le crépitement de la terre qui s'abattait en pluie sur le plastique le déprimait. Son sentiment d'exaltation se dissipait et il commençait à avoir envie que cette aventure s'achève. Il leur restait encore une sacrée trotte pour retourner. Le crépitement se fut plus étouffé, puis il cessa et il n'y eut plus que le frottement sourd de la terre contre la terre. Il racla le peu qui restait et le poussa dans le trou du bout de sa pelle. Une phrase de son oncle le croque-mort, qui lui paraissait dater d'au moins 1000 ans, lui revint à l'esprit. Il n'y a jamais assez de terre pour reboucher une fosse qu'on vient de creuser. Puis il se tourna vers Judd. « Votre cairn, dit Judd. « Écoutez, Judd, j'en ai vraiment plein le dos, moi, mais c'est le chat d'Ellie, dit Judd, avec une douceur implacable. Elle voudrait que vous fassiez les choses comme il faut. » Louis soupira. « Vous avez sûrement raison, dit-il. » Il passa 10 minutes de plus à empiler l'une sur l'autre les grosses pierres que Judd lui passait. À la fin, un tumulus modeste, de forme conique, surmontait la tombe de Church, et Louis, malgré sa lassitude, en éprouva une pointe d'euphorie. La vue de ce tumulus dressé parmi les autres, dans la clarté des étoiles, lui donnait un sentiment d'accomplissement. Il y ne le verrait sans doute jamais. S'il avait annoncé qu'il emmenait leur fille dans un marécage plein de sable mouvant, les cheveux de Rachel en seraient devenus blancs. Mais Louis, par contre, l'avait vu, et c'était une bonne chose. Judd s'était redressé, et il brossait de la main ses genoux terreux. « Mais ils sont presque tous écroulés, » lui dit Louis. Il y voyait un peu plus clair à présent, et il distinguait nettement par endroits les petits éboulis formés par les cairns affaissés. Judd aurait pu puiser parmi ses ruines, mais il avait soigneusement veillé à ce que Louis n'eût pour son propre tumulus que de pierres qu'il l'avait déterré lui-même. « Ah oui, fit Judd. Je vous l'ai dit, tout ça est très très ancien. »« Et est-ce qu'on en a terminé cette fois ?»« Oui, dit Judd en lui tapant sur l'épaule. « Vous avez fait du bon travail, Louis, comme je m'y attendais. Rentrons maintenant. »« Judd, commença Louis, mais déjà le vieil homme avait empoigné la pioche et il se dirigeait vers l'escalier. Louis s'empara de la pelle et il démarra au trot pour le rattraper, puis il se ravisa. Il fallait qu'il économise son souffle pour la longue marche. Il se retourna une dernière fois, mais le cairn qui marquait l'emplacement de la tombe du chat Winston Churchill était noyé au milieu d'une masse indistincte d'autres tumulus, et il n'arriva pas à le repérer. Un moment plus tard, ils émergèrent de la forêt et pénétrèrent dans la prairie qui surplombait la maison de Louis. « On a juste repassé le film à l'envers, » se dit Louis, moulu. Il ne savait pas au juste combien de temps ils avaient mis. Cet après-midi, avant de s'allonger sur son lit, il avait ôté sa montre-bracelet et l'avait posée sur l'appui de la fenêtre, où elle se trouvait sans doute encore. Il savait seulement qu'il était crevé, vidé, rétamé. Le dernier coup de pompe, aussi terrassant qu'il avait éprouvé, remontait à 16 ou 17 ans.
C'était à la fin de sa première journée au sein des services de la voirie de Chicago, qui embauchait des lycéens comme éboueurs pendant l'été. Au retour, il s'était comporté sensiblement comme à l'aller, mais les détails du trajet s'étaient comme estompés dans sa mémoire. Il se souvenait seulement qu'il avait perdu l'équilibre en franchissant le tas d'arbres morts. Il s'était senti précipité dans le vide et, absurdement, il avait pensé à Peter Pan. « Oh Jésus, j'ai perdu mes pensées heureuses et voilà que je tombe. » Mais Judd l'avait retenu d'une main ferme et sûre, et quelques instants plus tard, ils étaient passés devant les dernières demeures du chat Smucky, de la chienne Anna et de Martha la lapine. Ils s'étaient engagés sur le sentier le long duquel ils avaient cheminé un jour en compagnie de toute la famille de Louis. Il se souvenait vaguement aussi d'y avoir suivi l'ombre de Victor Pasco au cours d'un rêve doublé d'un accès de somnambulisme. Mais son esprit fatigué se refusait à établir le moindre lien entre cette marche nocturne et celle de ce soir. Une autre idée lui passa par la tête, celle que cet équipé lui avait fait courir des dangers bien réels, même si elle semblait droit sortie d'un roman feuilleton frénétique de Wilkie Collins. Qu'il se soit mis des ampoules plein les mains après être tombé dans une espèce de transe qui était bien proche du somnambulisme, ce n'était pas le plus grave. Mais il avait suffi d'un rien pour qu'il se tue en escaladant le tas d'arbres morts. Ils auraient pu se tuer tous les deux. Comment avait-il pu se laisser entraîner à des divagations pareilles ? Dans l'état d'épuisement où il se trouvait, il était prêt à attribuer son comportement aberrant à un désordre mental momentané, consécutif à la perte d'un animal familier que toute sa famille chérissait. Il en était arrivé là de ses réflexions lorsque la silhouette de sa maison se profila devant eux. Ils se dirigèrent vers elle en silence et s'arrêtèrent au sommet de l'allée du jardin. Le vent gémissait plaintivement. Sans un mot, Louis tendit la pioche à Judd. « Vaut mieux que j'y aille, dit enfin le vieil homme. Une des dames de la congrégation ne va pas tarder à ramener Norma, et elle risque de se demander où je suis passé. »« Mais vous avez l'heure » demanda Louis. Il était étonné que Norma ne fût pas encore rentrée. À en juger par ce que ses muscles lui disaient, il lui semblait qu'il devait être plus de minuit. « Bien sûr, dit Judd. J'ai toujours ma toquante sur moi, du moins tant que je suis habillé. » Il pêcha une montre à double boîtier dans la poche de son pantalon et en fit lever d'une pichenette le couvercle guilloché. « Il est 8h30, annonça-t-il, avant de refermer le boîtier. « Comment » fit Louis avec stupeur. « 8h30, c'est tout ?»« Quelle heure vous pensiez qu'il était » demanda Judd. « Je pensais qu'il était plus tard que ça, » dit Louis. « Bon, allez, Louis, à demain, dit Judd, en tournant les talons. « Judd !» Le vieil homme pivota sur lui-même et il regarda Louis d'un air interrogateur. « Judd, qu'avons-nous fait ce soir ?»« Nous avons enterré le chat de votre fille. »« Mais c'est tout ce que nous avons fait, Judd ?»« Quoi d'autre ?» fit Judd. « Vous êtes un brave garçon, Louis, mais vous posez trop de questions. Quelquefois, on doit faire certaines choses parce que ça paraît juste de les faire. Parce qu'au fond de son cœur, on sait qu'il le faut. Mais si après les avoir faites, on ne se sent pas bien, si on se pose des tas de questions au point d'en avoir comme une indigestion, à part que c'est dans la tête et pas dans les boyaux, on commence à se dire qu'on a mal agi. Vous voyez ce que je veux dire ? » ?»« Oui, dit Louis, en songeant que Judd avait dû lire dans ses pensées, tandis qu'il traversait la prairie en direction de la maison. « Dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux douter des incertitudes qui vous rongent que de votre propre cœur, poursuivit Judd, en posant sur le visage de Louis un regard scrutateur. « Qu'est-ce que vous en pensez, Louis ?»« Je pense que vous devez avoir raison, répondit Louis d'une voix lente. Et quand un homme a des choses comme celle-là sur le cœur, ça ne lui sert pas à grand-chose d'en parler, n'est-ce pas ? » ?»« Eh bien, non, reprit Judd, comme si Louis avait simplement opiné, ça ne lui sert à rien. Et de cette voix pleine d'une assurance implacable, qui faisait immanquablement passer un frisson dans le dos de Louis, il ajouta « Il y a des choses qui doivent rester secrètes. On dit que les femmes sont très fortes lorsqu'il s'agit de garder un secret, et je crois que c'est souvent vrai. Mais une femme qui connaît un peu la vie vous dira toujours qu'elle n'est jamais vraiment arrivée à lire dans le cœur d'un homme. Un cœur d'homme a un sol plus rocailleux, Louis. Un sol pareil à celui de l'ancien cimetière des Micmacs, avec du roc à fleur de terre. On y fait pousser ce qu'on peut, et on le soigne. Mais, Judd, non, ne doutez pas, Louis. Acceptez ce qui est fait, et n'écoutez que votre cœur. Mais, non, il n'y a pas de mais. Acceptez ce qui est fait, Louis, et n'écoutez que votre cœur. Nous avons fait ce que nous devions faire, en tout cas, je l'espère de toute mon âme. À un autre moment, ça aurait pu être une erreur grave, néfaste même. Mais répondrez-vous au moins à une question ? Posez-la toujours, nous verrons. Comment avez-vous appris l'existence de cet endroit ? Cette question, Louis se l'était également posée sur le chemin du retour, et simultanément le soupçon lui était venu que Judd avait peut-être lui-même du sang indien.
Mais si tel était le cas, il devait être bien dilué. Tout en lui portait la marque d'une hérédité à 100% anglo-saxonne. Eh bien, c'est Staniby qui m'en a parlé, répondit le vieil homme d'un air surpris. Il vous en a parlé, c'est tout? Non, admit Judd. Ce n'est pas le genre d'endroit qu'on mentionne simplement comme ça au détour d'une conversation. À l'âge de 10 ans, j'y ai enterré Spot, mon chien. Il s'était égratigné à du vieux barbelé rouillé en pourchassant un lapin. Les plaies se sont infectées et ça l'a tué. Il y avait quelque chose qui ne collait pas là-dedans. Quelque chose qui était en contradiction avec ce que Louis en avait précédemment entendu dire. Mais il était trop là pour mettre le doigt sur ce qui clochait. Judd n'ajouta rien. Il se contentait de poser sur Louis son regard insondable de vieil homme. « Bonne nuit, Judd, dit Louis. « Bonne nuit. » Judd Crandall traversa la route avec sa pelle et sa pioche. Impulsivement, Louis lui cria « Et merci !» Le vieil homme ne se retourna pas. Il se borna à lever une main pour lui signifier qu'il avait entendu, et tout à coup le téléphone se mit à sonner dans la maison. Louis partit au galop, en serrant les dents, car le haut de ses cuisses et le bas de son dos les lançaient violemment. Mais lorsqu'il parvint dans la chaleur de la cuisine, le téléphone en était déjà à sa 6e ou 7e sonnerie. Il s'arrêta de sonner au moment précis où il posait la main dessus. Il décrocha tout de même le combiné et fit « Allô ?» Mais il n'y avait plus que le bourdonnement de la tonalité. « C'était sûrement Rachel, se dit-il. Je vais la rappeler. » Mais tout à coup, il eut le sentiment que la tâche était au-dessus de ses forces. Après avoir formé le numéro sur le cadran, il lui faudrait encore échanger quelques platitudes gênées avec bonne maman, ou pire encore, avec le dégaineur de chéquier le plus rapide du nord-est, et avant d'avoir enfin Rachel qui lui passerait Ellie. La fillette serait certainement encore debout. À Chicago, il était 1 heure de moins, et Ellie lui demanderait des nouvelles de Church. Church? Oh, il va très bien. Un camion de Lorenco lui est rentré dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis absolument certain qu'il s'agissait d'un camion de Lorenco. Sans doute, histoire de garder à cette triste affaire toute sa cohésion dramatique. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu ne vois pas? Bon, tant pis, c'est pas grave. Church a été tué sur le coup, mais il n'a quasiment pas de marque. J'ai été l'enfouir à l'endroit où les Micmacs enterraient leurs morts jadis. C'est une espèce d'annexe du cimetière des animaux. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, lapin, ça fait une balade rudement chouette. Je t'y emmènerai un de ces jours, et on mettra des fleurs au pied de sa tombe. Pardon, de son cairn. Enfin, on attendra que les sables mouvants aient gelé et que les ours soient entrés en hibernation. Il reposa le combiné, traversa la cuisine et remplit l'évier d'eau très chaude. Puis il ôta sa chemise et il se lava. Il avait sué comme un cochon malgré le froid, et il répandait une âcre senteur de bauge. Il découvrit un reste de rôti de viande hachée dans le réfrigérateur, et le débita en carrés qu'il disposa artistiquement sur une tranche de pain complet prédécoupé. Puis il coiffa le tout de 2 épaisses rondelles d'oignon, et resta un moment à admirer son œuvre avant de l'inonder de ketchup et de plaquer par-dessus une 2e tranche de pain spongieux. Si Rachel et Ellie avaient été là, elles auraient eu toutes deux le même froncement de nez dégoûté. Burke, atroce! Eh bien, c'est raté, mesdames, se dit Louis avec une indéniable satisfaction avant de bâfrer son sandwich. Dieu que c'était bon! Et Confucius de dire lui qui sans tire cochon bouffait comme porc, philosopha-t-il, et sa maxime pidgin lui arracha un sourire. Il fit descendre le sandwich à l'aide de plusieurs grandes gorgées de lait qu'il but à même le carton, autre vilaine habitude qui lui attirait régulièrement les foudres de Rachel. Après quoi il monta dans sa chambre, se déshabilla et se mit au lit sans même s'être brossé les dents. Ses douleurs et ses crampes s'étaient fondues en une seule palpitation sourde qui était presque réconfortante. Sa montre était toujours à l'endroit où il l'avait laissée. Il la consulta. 9h moins 10. Il avait du mal à en croire ses yeux. Il éteignit la lumière, se retourna sur le flanc et s'endormit. Il se réveilla un peu après 3 heures du matin et se dirigea d'un pas traînant vers les toilettes. Tandis qu'il urinait, debout, en papillotant comme un hibou dans la lumière crue du tube fluorescent, la contradiction lui apparut soudain grosse comme une maison et ses yeux s'écarquillèrent. C'était un peu comme si 2 pièces de machine qui auraient normalement dû s'articuler s'étaient heurtées et avaient rebondi au loin. Tout à l'heure, Judd lui avait raconté que son chien était mort lorsqu'il avait 10 ans, d'une infection consécutive à des blessures qu'il s'était faites en s'accrochant dans de vieux barbelés rouillés. Mais à la fin de l'été, le jour où ils étaient tous montés ensemble jusqu'au cimetière des animaux, Judd lui avait dit que son chien était mort de sa belle mort et qu'il était enterré là. Il lui avait même désigné l'écriteau qui marquait l'emplacement de sa tombe, dont le passage des ans avait complètement effacé l'inscription. Louis tira la chasse, éteignit la lumière et retourna se coucher. Il y avait autre chose qui ne collait pas,
et il mit très vite le doigt dessus. Judd était né en 1900, et ce jour-là, au cimetière, il avait expliqué à Louis que son chien était mort l'année de la Grande Guerre. Si c'était à l'année où la guerre avait éclaté en Europe qu'il pensait, il aurait donc eu 14 ans, ou bien 17 s'il faisait allusion à l'entrée en guerre des États-Unis. Mais tout à l'heure, il avait bien dit qu'il était âgé de 10 ans à la mort de Spot. Bon, il est vieux, et les vieux ont souvent la mémoire qui flanche, se dit-il avec embarras. Il admet lui-même qu'il a des trous de mémoire de plus en plus fréquents, qu'il doit se creuser la tête pour retrouver des noms et des adresses qu'il savait par cœur autrefois, et qu'il lui arrive de se lever le matin en ayant perdu tout souvenir des besognes qu'il s'était fixées la veille en s'endormant. Pour un homme de son âge, il s'en tire encore rudement bien. Il serait bien excessif de parler de sénilité dans un cas pareil. Judd est sujet à des pertes de mémoire occasionnelles, voilà tout. Rien d'étonnant à ce qu'un homme comme lui oublie la date exacte de la mort d'un chien, alors que c'est un événement qui remonte peut-être à plus de 70 ans, et à ce que les circonstances exactes de sa mort se soient brouillées dans sa tête. Ne te mets pas Martel en tête pour ça, Louis. Mais il ne se rendormit pas sur le champ. Il resta longtemps éveillé, trop conscient de cette maison vide et du vent qui hurlait dehors en s'engouffrant dans les chéneaux du toit. Puis, insensiblement, le sommeil le prit. Il ne se rendit même pas compte qu'il était passé de l'autre côté. Il devina seulement qu'il devait bien en être ainsi, car au moment où il sombrait dans le néant, il lui sembla entendre un bruit de pas étouffé dans l'escalier. Il pensa « Oh, laisse-moi, Pasco, va-t'en. Ce qui est fait, ce qui est mort est mort. » Le bruit de pas s'évanouit, et dans la suite de cette funeste année, pourtant fertile en événements inexplicables, le spectre de Victor Pasco ne revint plus jamais importuner Louis, que ce soit dans le sommeil ou dans la veille.